Merci et bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir patienté et d'être encore avec nous pour prolonger ce débat qui a commencé à l'instant sur les questions de défense, de sécurité. Où est l'Europe? Est-ce que l'Europe est le dernier espace de liberté? Voilà une série de questions qu'on va se poser. Est-ce que l'Europe est un îlot de liberté à la fois économique et politique dans un océan d'incertitude, de fureur? On a parlé de l'Afghanistan. On a parlé du duopole sino-américain, on a parlé des démocratures qui enserrent l'Europe, entre Turquie et Russie. Tout ça a été évoqué ce matin. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va voir qu'est-ce que c'est le chemin pour l'Europe au nom de cette liberté. L'Europe qui a préservé son unité en dépit du Brexit, qui a préservé sa solidarité face à la crise, qui a préservé sa monnaie et réussi à mutualiser sa dette, mais qui en même temps a beaucoup de choses à faire pour déblayer devant sa porte, améliorer l'efficacité de son système et mieux se protéger, mieux affirmer sa souveraineté dans l'ordre politique, mais aussi, comme le disait Thierry Breton ce matin, cette autonomie stratégique dans le domaine économique. Alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec vous, Michaela Wiegel, qui êtes qui est l'éditorialiste du Frankfurter Allgemeine Zeitung. On sait à quel point l'Europe a besoin et a été construite autour de l'unité franco-allemande. Alors, je ne vais pas vous demander quel va être le résultat des élections, parce que, encore qu'on serait très intéressé à avoir votre avis là-dessus. Ce que ça nous appelle simplement, nous, je dis ça au passage, hein, je n'ai rien dit, mais enfin, ça montre qu'en politique, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Toujours est-il qu'au moment où les élections vont se passer, il y a beaucoup de configurations possibles. Mais une chose est sûre, c'est que Mme Merkel va partir, qu'une nouvelle époque va s'ouvrir et que cette nouvelle époque, elle est potentiellement porteuse de changements dans la relation franco-allemande. En quoi, dans quelle mesure cette élection peut avoir un impact à travers cette relation entre nos deux pays sur l'ensemble de l'Europe? Je pense qu'on vous écoute tous sur ce sujet. Merci beaucoup. Quelle bonne idée de commencer un débat où va le monde libre avec l'Allemagne, puisque vous vous souvenez tous que lors de l'élection de Donald Trump, on a nommé Angela Merkel le leader du monde libre. Et là, on voit un petit peu aujourd'hui en Afghanistan que c'était probablement un titre trop ambitieux. Mais c'est vrai, ce que disait Bernard Spitz, la seule chose qui est sûre pour ces élections allemandes, c'est que l'ère Merkel va se terminer. Alors, pour l'instant, celui qui est en tête, à la surprise de toutes, est celui qui fait campagne pour dire un homme, Olaf Scholz, que certains d'entre vous connaissent bien, le ministre des Finances, et qui fait campagne en disant « je peux être chancelière ». Alors, j'attends qu'en France, un président ou un ministre fasse campagne « je peux être présidente » ou ministre féminin. Alors, c'est une surprise que dans les récents sondages, Olaf Scholz, donc les sociodémocrates, passe devant Armin Laschet, le candidat de la CDU et donc du parti d'Angela Merkel. Ça peut paraître comme une surprise, mais en même temps, ça exprime une volonté en Allemagne du changement dans la continuité. Et pour vous parler un tout petit peu des grands axes qui attendent la France après cette élection le 26 septembre, je pense qu'effectivement, c'est une idée qu'il faut garder en tête. Un changement dans la continuité est souhaité par la majorité des Allemands dans ces élections dont l'évolution reste très très volatile. Alors, je voudrais nommer 3 grands sujets. Il y en a bien sûr plus, mais pour ne pas être trop long. Un grand sujet, c'est effectivement le changement climatique, mais notamment l'aversion des Allemands de l'énergie nucléaire. Malheureusement, les Allemands n'ont pas découvert que ça pouvait être un facteur d'avoir une transition douce. Et ça va certainement peser sur la relation franco-allemande, quoi qu'il arrive, même si on pense que les Verts ne seront pas assez forts pour avoir la chancellerie. Le deuxième grand sujet,
Et je regarde le président si je ne suis pas trop long. Le deuxième grand sujet, c'est bien sûr les finances. Le plan de reconstruction européenne était une avancée majeure que Angela Merkel, avec Olaf Scholz, qui donc, comme je vous le disais, est en tête des sondages actuellement. Mais dans l'esprit de la majorité des partis, ce plan de reconstruction et cet endettement restent une exception. Et il y a beaucoup de voix, et ce n'est pas seulement les voix à droite, mais aussi au sein même du Parti social-démocrate, qui demandent déjà aujourd'hui qu'on passe à l'assainissement. Donc, comme Bruno Le Maire a parlé ici hier, quand il a dit le quoi qu'il en coûte, c'est fini, ben c'est exactement ce que pense une majorité des Allemands. Donc là, il y a plutôt, je dirais, une harmonisation des points de vue. Il faut voir si l'addiction de la France à l'endettement est vraiment terminée. Et le troisième grand point, c'est la stratégie, c'est l'autonomie stratégique. Pas seulement dans le domaine de la défense, même si le débat est très intense aujourd'hui en Allemagne sur le désastre, ce qui est vécu comme un débâcle en Afghanistan. Le candidat de la CDU a dit qu'il faudrait désormais qu'on soit capable de gérer un aéroport comme celui de Kaboul, nous les Européens. On a dit qu'on allait lui rappeler si jamais il devient chancelier. Mais aussi sur le domaine industriel sanitaire, et je terminerai sur cela, la crise sanitaire, et même si l'Allemagne est venue dans une première phase à l'aide de la France à accueillir des patients, nous a montré qu'il faut désormais miser beaucoup plus sur les capacités européennes. Et je pense, sur ce point, c'est une formidable base de travail qu'on aura après ces élections. Merci. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ces propos. Si ce n'est pas le cas, moi je veux revenir, et ça fera le lien avec, sans doute avec ce que nous dira le gouverneur de la Banque de France. Mais enfin, quand on discute avec les Allemands, en général, les représentants allemands, la première question qu'ils posent, c'est bon, d'accord, et quand est-ce que vous faites vos réformes de structure ? Est-ce qu'ils vont le faire avec plus d'insistance ou pas selon les résultats des élections, et qu'est-ce que ça peut déclencher dans la perspective notamment du plan européen? Je pense que cet accent sera toujours mis. D'ailleurs, même au sein des sociodémocrates, c'est une préoccupation, puisque nous avons fait ces réformes sous un chancelier social-démocrate, Gerhard Schröder, et à l'époque, justement, qui était en responsabilité, c'était Olaf Scholz. Donc, quoi qu'il arrive, aussi bien Armin Laschet que Olaf Scholz vont insister sur ce point. Et c'est vrai qu'à cause de la pandémie, mais aussi pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la pandémie, la France a pris du retard dans ses réformes. Merci. Alors, sur ce plan, François Villeroy de Galhau, là, on peut aussi se poser la question. On a eu le ministre de l'économie qui est venu hier faire un peu le bilan. On se rend bien compte qu'on est à un moment un peu charnière. Est-ce qu'on peut faire un peu le bilan de la situation sur le plan macroéconomique de l'Europe? Tout à l'heure, Pierre Moscovici disait que quand on est endetté, on n'est pas vraiment libre. Alors, est-ce qu'on est libre du point de vue économique? D'abord, bonjour à tous. Le rôle de la Banque de France, d'une certaine façon, c'est de donner une photo de votre activité à tous. C'est vous qui êtes en première ligne de la bataille de la croissance et de l'emploi. J'en suis totalement conscient. Nous essayons à partir de là de faire la photo macro et de donner des prévisions que nous actualiserons pour la Banque de France à la mi-septembre. Ce que je peux déjà dire, c'est que compte tenu d'un premier semestre 2021 qui est plus favorable, il est possible que nous remontions notre prévision de croissance pour l'ensemble de cette année, qui était à 5,75%. Mais le plus important, et je crois que vous pouvez compter sur ce socle de croissance solide, c'est que si je regarde les 2 années 2021-2022 consolidées, nous attendons pour la France comme pour la zone euro une croissance de 10%. Et
nous pensons que cette perspective est assez robuste aux évolutions du virus, parce que vous, entrepreneurs, et nous, collectivement, nous sommes d'une certaine façon mieux vaccinés économiquement aussi. Si Delta et les variants ont une influence sur l'économie française et européenne, ça sera indirectement à travers le ralentissement de la croissance asiatique, voire américaine. Alors, so far, so good. Et je crois que ça justifie la fin du quoi qu'il en coûte, dont Geoffroy Roux de Bézieux et Bruno Le Maire ont parlé hier. Par ailleurs, je m'engage là-dessus, vous pouvez aussi compter sur la Banque centrale européenne et notre politique monétaire pour rester en soutien de l'activité dans cette phase. Est-ce que pour autant tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Je voudrais simplement signaler 3 défis qui sont devant nous pour l'économie européenne et l'économie française en particulier. Le premier, bien sûr, vous entrepreneurs le diriez beaucoup mieux que moi, c'est les difficultés d'approvisionnement. Elles vont pousser l'inflation plus haut que ce que nous pensions, au moins à court terme, mais nous continuons à penser, à espérer que ces difficultés d'approvisionnement sont temporaires, compte tenu de l'expérience des reprises précédentes. Ça m'amène du coup au deuxième défi, qui sont les difficultés de recrutement. Et ça, c'est un défi plus durable. Nous interrogeons plus de 8000 entreprises chaque mois et vous êtes 48% déjà à nous dire que vous avez des difficultés de recrutement, alors même qu'on est à peine sorti de la crise Covid. Alors je vais rester sur ce chiffre 1 minute, Bernard. Je crois qu'il y a une phase positive de cette histoire des difficultés de recrutement, c'est que les créations d'emplois et donc les actions de recrutement des entreprises françaises sont sans précédent. Il y a un chiffre qui est très frappant, 630 000 créations d'emplois salariés privés depuis 1 an, depuis la mi-2020. Mais il y a quand même une face négative, et je vais y insister un peu plus, c'est que nous retrouvons tous le principal limitateur de vitesse de l'économie française. Et donc, il n'y a pas de réforme plus urgente, plus nécessaire dans notre pays que celle qui pousse à augmenter l'offre de travail. C'est la formation, c'est le traitement du sous-emploi des jeunes et des seniors, c'est un travail rendu plus incitatif. Au passage, Michaela parlait de l'Allemagne, c'est une difficulté qui existe partout. Je rentre d'Allemagne, j'ai été très frappé par le nombre de restaurants, c'est anecdotique, qui ouvrent désormais 1 jour de moins par semaine pour cause de manque de main-d'œuvre. Mais ces difficultés de recrutement, elles sont particulièrement insupportables en France, compte tenu de notre niveau élevé de chômage. Nous ne pouvons pas nous satisfaire du 8% actuel et nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une croissance qui, après Covid, resterait à peine supérieure à 1%, alors que nous devons viser le 2%. Voilà, j'insiste énormément sur ce défi des difficultés de recrutement. Et je termine juste avec le 3e défi qui est celui de l'Europe en général par rapport aux États-Unis. On parle du monde libre aujourd'hui. À l'intérieur du monde libre, il y a un fossé qui s'est creusé encore plus avec la crise, c'est le fossé de croissance transatlantique. Les États-Unis bénéficient de leur spécialisation sur le digital, et ça rejoint la discussion sur l'autonomie stratégique. Pendant ce temps-là, l'Europe, et la France en particulier, souffrent de leur concentration excessive sur l'aéronautique et le tourisme. Et donc, il faut absolument que nous réussissions les 2 révolutions des années 20, au sens 2020. C'est la révolution numérique, où l'Europe part avec du retard, et la révolution écologique, Philippe Lamberts en parlera sans doute, où là, l'Europe part avec une avance, mais rien n'est gagné. Et moi, je terminerai juste en disant que quel que soit le futur gouvernement allemand, et je suis d'accord que l'incertitude est grande, au passage, l'incertitude est grande, je trouve que les sujets de clivage de la campagne, eux, sont moins évidents. Ceci explique peut-être cela. Mais quel que soit le futur gouvernement allemand, ces sujets des 2 révolutions numériques et écologiques à réussir en Europe, ce sera une des priorités à voir avec eux. Merci. Est-ce que quelqu'un veut faire un contrepoint non, Philippe Lambert? Ça va plutôt aller dans le même sens, à mon avis. C'est vrai? Bon. Alors, écoutez, on peut enchaîner sur vous, puis comme ça, on pourra revenir dans ce débat.
Vous êtes vice-président donc du Parlement, vous dirigez vous représentez les Verts, et donc vous devriez triompher en ce moment. C'est-à-dire ce que vous avez si longtemps défendu est actuellement s'est transformé en une volonté politique. Tous les intervenants à cette tribune ont, à l'instant, François Villeroy de Galhau venait d'insister sur cette révolution environnementale. Le Green Deal a été dicté. Donc, est-ce que tout baigne pour vous ou est-ce que le compte n'y est pas encore tout à fait? Non, je crois que le triomphalisme est certainement déplacé. Le rapport du Club de Rome date de 1972, ça fait 50 ans qu'on nous avertit des limites physiques de la planète. On a démarré très en retard. Donc, je me réjouis en effet qu'il y a un changement d'atmosphère très net. Je rappelle que quand Jean-Claude Juncker a pris congé de nous il y a 2 ans, il n'a pas même prononcé le mot climat dans son discours de départ, alors que la conférence de Paris avait eu lieu pendant son mandat. Il y a un clair changement de cap. Maintenant, ce changement de cap, pour l'instant, est un changement de cap qui est dans les intentions. Les textes législatifs qui doivent traduire concrètement le Green Deal européen ont été déposés au mois de juillet, et c'est là qu'on va s'empoigner. C'est là qu'on va s'empoigner. Et je suis assez d'accord avec François Villeroy de Galhau pour dire que un des enjeux absolument cruciaux de la place de l'Union européenne dans l'économie mondiale est notre capacité à être non pas suiveur, mais leader. J'entends souvent le discours qui consiste à dire « Oui, vous savez, cette transition écologique, ça coûte cher, c'est mauvais pour notre compétitivité », et en cela, entendu comme la compétitivité prix. J'ai souvent dit que le business model de l'Union européenne ne peut pas être d'être les champions du monde de la compétitivité coût. Notre business model, c'est la compétitivité valeur. Je ne dis pas que le coût n'est pas important, mais nous ne sommes pas un continent low cost, nous ne voulons pas l'être et nous ne pouvons pas l'être. Par contre, l'enjeu de notre compétitivité est d'acquérir des positions de leadership. Et c'est vrai, François Villeroy de Galhau l'a dit, la révolution numérique nous est passée largement à côté alors que nous avions un certain nombre de champions européens. Aujourd'hui, clairement, les champions ne sont pas européens. Si nous cravachons, si nous bossons dur, nous avons une possibilité d'acquérir des positions de leadership dans toutes les technologies et l'innovation également en termes de business model liés à la transition écologique et solidaire. Et ça, c'est un enjeu crucial parce que, on le disait en France, dans les années 70, la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. Et fondamentalement, c'est ça l'Europe. Nos ressources naturelles sont extrêmement limitées, mais nous avons la chance d'avoir un capital à la fois financier, mais aussi intellectuel extrêmement important, à nous de le valoriser. Mais ça suppose d'accepter de jouer le temps long par rapport au temps court. J'ai travaillé 22 ans dans le secteur privé, dans une multinationale cotée en bourse, où l'horizon qui était regardé était le trimestre. La transition écologique, ça se joue sur une génération. Et donc, on doit accepter de rentrer dans une logique d'investissement plutôt que dans une logique de rente à court terme. Et donc, ça veut dire, oui, se retrousser les manches, ça veut dire consacrer les moyens financiers que nous avons à des investissements qui payeront, mais sur le moyen et long terme. Au détriment, oui, c'est vrai, des profits à court terme. C'est sûr qu'il est plus facile de continuer à la traire la vache, je profite de l'exemple allemand, du moteur diesel, que d'investir à tout crin dans l'électromobilité. Mais dans 10 ans, on verra quels sont les gagnants et quels sont les perdants de ce genre de stratégie. Et donc voilà, c'est ça l'enjeu pour moi. Et donc, à ceux qui me disent « oui, mais l'Europe n'a pas les moyens d'être leader sur la transition », je dis « nous n'avons pas les moyens de ne pas l'être ». C'est vraiment une question de survie de notre modèle économique. Alors Philippe, la France n'a pas de pétrole, mais elle a du nucléaire. Et ce matin, Thierry Breton disait « il n'y aura pas de Green Deal sans le nucléaire ». Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous imaginez quand vous posez la question du nucléaire à un Vert que la réponse n'est pas un oui franc et massif. Le fait est que dans le mix énergétique français et le mix énergétique belge est assez semblable, la part du nucléaire est très importante. Est-ce qu'on peut ignorer cette réalité? Absolument pas. Est-ce qu'il faut en sortir? Oui, nous le pensons, parce que les enjeux du nucléaire vont bien au-delà de l'enjeu CO2. C'est aussi l'enjeu des déchets, c'est l'enjeu de la sécurité, et soit dit en passant, l'enjeu du coût. C'est ce mythe que l'énergie nucléaire est une énergie abondante et bon marché. J'espère que l'expérience de l'EPR a bien montré que c'était de moins en moins le cas. Et donc, autant je ne suis pas idéologique sur la rapidité du phase-out nucléaire, autant je pense qu'à l'horizon, nous devons pouvoir vivre sans le nucléaire. Maintenant, chaque pays doit vivre sa transition,
Et en effet, pour moi, la transition est vraiment une question de tension. Est-ce que nous sommes capables de mettre suffisamment de tension dans le système pour que ça bouge, sans en mettre trop, pour éviter de casser la machine? Mais nous devons nous mettre en tension. L'heure du confort est révolue. Si les Européens veulent une place au XXIe siècle, il va falloir se retrousser les manches et le faire avec énergie. Merci. Alors, quand on parle de défis environnementaux, on voit bien les conséquences que ça a en matière industrielle. Et donc, on se retrouve parfois avec des injonctions contradictoires sur l'impact que ça peut avoir, à la fois positif, nouvelle innovation, etc. Et puis, le problème de la gestion de la transition avec les conséquences que ça peut avoir sur le plan social ou industriel. Donc, Stéphanie Yvon-Courtin, qui réfléchit beaucoup sur ces questions de concurrence et sur les questions de politique industrielle. Quelle est votre réflexion là-dessus? Alors, il y a la question environnementale, il y a aussi la question numérique, la révolution numérique. On est en retard. Hein, l'Europe est en retard par rapport aux grands géants sino-américains. On a parlé de politique industrielle ce matin avec Thierry Breton, avec un certain constat disons, positif, presque un peu triomphaliste. Est-ce que c'est votre diagnostic? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour que l'Europe puisse répondre aux défis de l'industrialisation, de la relocalisation, et donc en un mot de la stratégie, de l'autonomie stratégique? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, au-delà d'être triomphaliste, optimiste, je crois qu'il faut être réaliste et regarder le verre à moitié plein. C'est que véritablement, aujourd'hui, parler de politique industrielle, parler d'autonomie stratégique, c'est plus tabou en Europe. Et ça fait pas si longtemps que ça. Et je crois que véritablement, la crise du Covid a été un accélérateur, un vrai déclencheur de cette tendance qui était déjà en germe. Était en germe en 2017 lorsqu'Emmanuel Macron déjà faisait en fait de la refondation de l'Europe un point important et un des axes majeurs, c'était la stratégie d'autonomie économique. Et puis en 2019, et Thierry Breton l'a rappelé ce matin, eh bien nous, on a voulu parier dans Renaissance et Renew sur ce booster véritable. Et puis il y a eu un vrai basculement idéologique avec notamment à la Commission européenne, la nouvelle mandature, où on s'est rendu compte qu'on avait, avec Thierry Breton et Margrethe Vestager, une meilleure articulation de politiques qui s'opposaient avant. La concurrence contre la politique commerciale, contre la politique industrielle. Là, il y a eu un shift. Et puis, véritablement, le Covid est arrivé et quelque part, eh bien, le Covid a marqué cette obligation, s'est imposée à l'évidence cette politique industrielle qui s'est déclinée finalement très naturellement et qui était vraiment appelée de nos voeux depuis quelques années. On n'y arrivait pas. Alors ça a d'abord été effectivement ces filets de sécurité, ce quoi qu'il en coûte, avec tout un bouleversement de notre dispositif d'aide d'État qui a permis, je le rappelle, de faire en sorte que toutes les entreprises ont pu être aidées, et c'est bien normal, que le chômage partiel a pu être financé et validé par les aides d'État. Ça a été, vous l'avez rappelé Michaela, ce plan de relance historique et inédit de 750 milliards. 27 États membres qui, pour la première fois, se mettent d'accord pour s'endetter en commun et investir dans les secteurs d'avenir. Mais c'est également l'Europe de la santé en germe. Moi, je rappelle qu'en 2020, au tout début de cette pandémie, l'Europe de la santé n'existait pas. Ce n'était pas une compétence de l'Union européenne. Alors on peut avoir reproché que l'Europe en a fait trop ou pas assez. Force est de constater que ça n'était pas une compétence. Et pourtant, on s'est emparé, Thierry Breton l'a dit, c'est la réalité, on s'est emparé du sujet pour se dire, eh bien, il faut combattre toutes et tous cette maladie parce que c'est notre ennemi commun. Et face à cet ennemi commun, eh bien, effectivement, on a développé les vaccins. 4 vaccins sur 5 sont européens, il l'a dit ce matin, c'est HERA, c'est-à-dire que demain, on aura une autorité européenne d'anticipation et de réaction face aux crises sanitaires, en pariant sur ce qui se passe maintenant. C'est également peut-être l'autorité demain européenne du médicament, et puis c'est sur le plan industriel, ces fameux PIEC, ces projets d'intérêt commun européen, avec l'Airbus des batteries, avec ce matin tous ces secteurs d'avenir qui ne demandent qu'à être développés et dont nous allons travailler dans les prochains mois pour justement les simplifier et faire en sorte que ces partenariats européens entre les entreprises, à commencer par les PME, les entreprises des différents États membres, puissent véritablement construire ces champions européens. Ce n'est pas un gros mot.
Mais c'est très important, ça c'est la nouvelle donne conjoncturelle qu'il faut bien évidemment conforter et confirmer avec bien évidemment des dispositifs de plus longue durée, plus structurels sur le long terme, et notamment sur le numérique, bien évidemment, des gros dossiers sur lesquels notamment Thierry Breton a parlé ce matin, l'acte sur les marchés numériques, la régulation des plateformes. Parce que quand on parle de liberté, eh bien on parle de liberté de concurrence, de liberté de se concurrencer, et en ce moment, la souveraineté européenne, elle est moins mise à mal, à mon sens, par les gros États, les États-Unis, la Chine, les États-nations, que par ces géants. Ce sont les géants du numérique, et peut-être aussi les géants pharmaceutiques, qui sont les grands gagnants de la crise et qui sont en train de s'emparer de cette souveraineté parce qu'ils deviennent plus importants que nos États. Et je crois que le gouverneur ne me contredira pas quand je dirais que quand il s'agit de parler ensuite de monnaie, crypto-monnaie, l'ex Libra, demain je ne sais pas de quelle monnaie il s'agira, eh bien c'est un élément fort de souveraineté qui est mis à mal et menacé. Donc le numérique, on en a moins parlé que la transition écologique, mais c'est également un point très très important qui est en train de se jouer et qui est tout simplement le fait d'empêcher ces mastodontes, ces géants, de s'emparer, de verrouiller la concurrence, de fixer leurs règles du jeu, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, cette poignée de géants qui fixent leurs règles du jeu et qui empêchent toutes les entreprises qu'ils souhaitent d'accéder à ces marchés numériques. Donc oui, le réalisme, c'est de se dire, regardons ce verre à moitié plein et de se dire, il y a quand même un sentiment de positif dans cette crise du Covid. À nous de nous emparer de toutes ces questions pour faire en sorte qu'ensemble, nous puissions justement regagner ces parts de souveraineté, d'autonomie stratégique qui ne sont pas perdues. Merci. Alors, François-Xavier Bellamy, vous avez fait une interview là, récemment dans le Figaro où vous disiez que votre souhait, c'était que l'Europe soit un enjeu important de la campagne présidentielle française. Et donc, on a évoqué pas mal de sujets. Comment concrètement vous voyez les choses? Quel serait, au fond, comment vous voyez l'Europe marquer de son empreinte le sujet? Et peut-être aussi, on peut se placer du point de vue des valeurs. On a en Europe des États qui n'ont pas exactement les mêmes visions d'un certain nombre de principes que la majorité des pays fondateurs. Qu'est-ce que ça appelle comme réflexion de votre part? Est-ce que vous êtes pour des changements, je dirais, presque institutionnels au niveau européen? Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Il me semble qu'en effet, il est fondamental qu'on arrive à faire de la question européenne une question centrale du débat politique français, notamment dans le cadre de la campagne présidentielle qui commence. On voit que l'élection allemande et l'élection française vont aussi être des tournants pour les années qui viennent dans la construction européenne. Les 27 États membres comptent, mais bien sûr, les deux élections qui viennent auront un impact important. Et je crois que c'est d'autant plus fondamental que l'Europe elle-même est à la croisée des chemins. On est dans un moment de bifurcation qui me semble décisif, dans lequel l'Europe pourra retrouver sa crédibilité ou bien au contraire finira peut-être de s'éroder, parce que moi, il me semble que, même si on peut regarder le verre à moitié plein, cette crise a aussi révélé les vulnérabilités de l'Europe et ses fragilités. De fait, nous sommes face à des défis globaux. Et il me semble que dans ce moment-là, l'Europe doit d'urgence sortir de la naïveté. Prenons un exemple, celui dont on a parlé avec Philippe Lamberts à l'instant, le défi environnemental. Le défi environnemental, c'est un défi mondial, c'est un défi global. Si nous, Européens, et c'est le grand risque que je vois dans le paquet législatif qui est en train d'arriver, si nous, Européens, nous croyons que nous allons résoudre la crise climatique uniquement en nous fixant à nous-mêmes de nouvelles règles de plus en plus exigeantes, sans considérer le reste du monde et sans engager les bras de fer nécessaires avec le reste du monde, alors nous n'aurons pas résolu le défi climatique. Nous aurons seulement perdu encore plus de compétitivité et nous aurons détruit notre économie en favorisant exactement les modèles de production que nous prétendions dissuader chez nous. La clé, c'est de retrouver le sens de la confiance dans ce que les entreprises européennes sont en train de faire aujourd'hui. Et elles suivent aujourd'hui déjà les règles les plus exigeantes au monde. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Bien sûr qu'il faut aller plus loin. Ça commence par aller dans la bonne direction. Et, cher Philippe, par un clin d'œil, je rappellerai que le gouvernement belge vient de présenter ses propositions
pour l'évolution de son modèle énergétique. Aujourd'hui, la Belgique va augmenter ses émissions de carbone et se donner à elle-même une énergie plus chère qu'elle ne l'avait, juste en fermant des centrales nucléaires de manière anticipée. Je crois qu'on est là devant une des grandes schizophrénies du débat européen aujourd'hui. On nous parle d'urgence climatique, et je suis d'accord pour parler d'état d'urgence écologique, mais quand on est vraiment dans un état d'urgence, on ne tire pas sur les canaux de sauvetage qui peuvent nous éviter le naufrage, et il me semble que le nucléaire, aujourd'hui, fait partie de ces atouts que nous avons à faire valoir dans la compétition mondiale. Et donc, on a besoin... On a besoin de faire valoir ce modèle, mais pour ça, encore faut-il sortir justement de cette naïveté. Le problème, c'est que la France a du mal à le faire entendre, et je le dis juste en un mot, la France a du mal à le faire entendre parce que quand nous disons, nous Français, que nous avons besoin d'une Europe qui puisse mieux nous protéger, que nous avons besoin d'une Europe qui puisse rééquilibrer le rapport de force dans la mondialisation, quand nous le disons, nous, on nous soupçonne immédiatement, et d'une manière assez légitime, de vouloir nous protéger d'abord de nos propres fragilités, de nos propres incapacités, de notre propre impuissance à nous réformer. Parce que de fait, quand on est déficitaire commercialement de manière structurelle depuis des années, si vous dites qu'il faut rééquilibrer les relations commerciales avec le reste du monde, si vous parlez par exemple de cette taxe carbone à l'entrée du marché unique dont je suis convaincu que nous avons besoin, eh bien on vous répond que vous êtes d'abord en train de faire en sorte de protéger votre marché parce que vous n'êtes pas assez compétitif. Et je pense que c'est le grand malentendu de ce plan de relance. Chère Stéphanie, on a déjà eu l'occasion d'en parler, bien sûr, mais je crois que ça ne sert pas forcément beaucoup de créer une dette supplémentaire quand on n'a pas résolu ce malentendu fondamental et quand on n'est pas encore capable de se donner un modèle qui soit un modèle efficace et susceptible de faire valoir le rayonnement dont les entreprises françaises sont capables dans le reste du monde. Quel que soit le résultat de l'élection allemande et de l'élection française, nous avons devant nous des mois et des années difficiles parce que nous savons très bien que nos modèles économiques aujourd'hui sont en train de s'éloigner. Et donc nous avons besoin de reconstruire un terrain commun. Il faudra certainement que l'Allemagne ait à entendre ce que nous avons à lui dire, mais il faudra aussi que la France soit capable de retrouver sa crédibilité sur la scène européenne et d'être capable, elle aussi, de sortir de la naïveté dans les débats qui nous attendent sur le plan européen. J'étais très heureux que Bruno Le Maire parle hier de la taxonomie européenne et dise que le nucléaire doit être considéré comme une énergie verte par la Commission européenne. Mais ce que je constate, c'est que ce message-là, nous ne l'avons pas assez porté. Nous avons fait ce que nous pouvions au Parlement européen. Mais il me semble qu'aujourd'hui, le gouvernement français n'a pas fixé cette ligne rouge dès le début. Et que s'il l'avait fait, il aurait été entendu. Et qu'on est en train de s'engager dans la mauvaise direction, justement parce que la France n'est peut-être pas assez crédible, parce que la France est restée, elle aussi, trop naïve, et que nous avons besoin de sortir de la naïveté. C'est, encore une fois, je le redis, un moment historique qui nous attend dans les mois, dans les années qui viennent, et c'est la raison pour laquelle l'Europe doit être au cœur de cette campagne présidentielle, parce que c'est fondamental, parce que nous avons besoin de l'Europe, mais que l'Europe a besoin d'une France qui soit, encore une fois, plus crédible et dans laquelle nous puissions avoir confiance. Alors avant de donner la parole à Enrico Letta, je voudrais dire deux choses. On doit être doublement reconnaissant à Enrico Letta d'être avec nous aujourd'hui. La première, c'est parce qu'il a passé beaucoup de temps, à l'initiative de Geoffroy Roux de Bézieux, à encadrer une réflexion qui a donné naissance à un livre qui s'appelle Renaissance. Alors je ne sais pas si on vous en a déjà parlé aujourd'hui, mais je vous incite avant de quitter les lieux, à aller à la librairie pour acquérir pour la modique somme de 16 € cet ouvrage qui, qui prolonge ce débat parce qu'il fait toutes les propositions d'un groupe donc, que Enrico a animé et sur notamment l'Europe, mais également la France. Et donc, merci à lui d'y avoir consacré du temps. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que vous ne le savez pas, mais on parle des élections françaises, on parle des élections allemandes, mais ça on en parle à notre aise parce qu'il n'y a aucun candidat sur cette scène, en tout cas je crois, sur ce sujet. En revanche, il y a un vrai candidat à une élection en Italie, puisque Enrico Letta va se présenter devant les électeurs à Sienne dans quelques semaines, même pas, dans quelques jours. Et donc, ça donne tout le prix de sa présence ici parmi nous. Je crois qu'on peut l'applaudir pour ça. Alors Enrico, on a parlé de différents aspects, mais on ne peut pas éviter celui qui d'ailleurs a été traité dans la table ronde précédente par des représentants, notamment militaires. C'est la question de la sécurité au sens large. Ce que les Européens attendent de l'Europe, ils ont vu concrètement comment l'Europe les a protégés du point de vue financier avec l'euro, qui aujourd'hui n'est plus contesté par personne.
Ils ont vu comment, avec peut-être un peu de lenteur, mais en même temps avec de l'efficacité, elle a su les protéger sur le plan sanitaire. Mais il y a d'autres périls qui menacent, des périls de sécurité, et derrière ces périls de sécurité, dans ce monde instable, un sujet qui a été très marquant en Italie, qui a eu une incidence politique très forte, qui a été la gestion de l'immigration. Or, cette question, elle est à nouveau devant nous, elle est posée par ce qui se passe en Afghanistan, et pas seulement. Donc, comment l'Europe peut, selon vous, répondre à ces défis et donc apporter cette réponse qui, au fond, d'une certaine façon, serait un dernier clou sur le cercueil des populismes, s'ils ne peuvent plus attiser la peur sur les autres sujets. Mais celui-là, il est présent, cette inquiétude. Est-ce que l'Europe est capable d'être une Europe puissance? Est-ce que l'Europe est capable de répondre au repli du parapluie américain? Est-ce que l'Europe est capable de peser? Madame Hachemi, qui était tout à l'heure à la tribune et qui représentait l'association Afghanistan Libre, a eu des mots très durs de dépit en disant qu'à Kaboul, l'Europe n'est nulle part, et que les différents pays européens organisent chacun de leur côté les vols sans se préoccuper du voisin et sans aucun souci de coordination. Quelle est la réponse à cet ensemble de sujets, selon vous? Merci de cette invitation. J'ajoute que le titre est Renaissance. Ce n'est pas un titre très original aujourd'hui, mais je vous souligne l'importance du sous-titre à l'intérieur, que j'aime beaucoup, parce que ce travail qu'on a fait avec une vingtaine de personnalités libres que Geoffroy a mis ensemble propose une trilogie, un triptyque qui se dit comme ça: transformer, inclure, s'affirmer. Moi, j'aime beaucoup cette trilogie. Je pense que c'est la bonne trinité pour le monde d'aujourd'hui, pour l'Europe d'aujourd'hui, je pense pour la France aussi d'aujourd'hui. Transformer, inclure, s'affirmer. Alors, je pense que ta question entre dans le troisième, surtout, s'affirmer. Et évidemment, mon discours sur ce sujet aurait été différent, peut-être il y a 2 semaines. Si on s'était vu au début du mois d'août, avant la crise de Kaboul et de l'Afghanistan, je pense qu'on aurait tous parlé un langage différent là-dessus. Et je veux mettre la chose dans ce cadre très simple. On a écouté des choses très intéressantes qui nous ont raconté quoi? Le fait que dans les dernières années, l'Europe a fait des pas en avant incroyables dans le domaine, naturellement, de la croissance durable, de la soutenabilité, du Green Deal, l'emprunt européen dont François a parlé, la question donc d'une Europe qui est capable aujourd'hui d'être unie dans cet exercice, la solidarité de Next Generation EU, ce sont des choses énormes, des avancées incroyables, et aussi le fait qu'on commence à avoir une Europe de la santé, on commence. Ce qui est resté comme on était il y a 10 ans, c'est exactement le sujet migration, sécurité, défense, politique étrangère. Si aujourd'hui on connaissait une nouvelle crise comme celle qu'on a vécue avec la question Syrie, avec les guerres précédentes, on serait dans la même situation complètement insurmontable et impossible à gérer qu'on a vécue en 2015. Cette situation de 2015 a été gérée et a eu trouvé une solution parce que Mme Merkel a dit « je prends le problème sur moi ». Ça a été la solution européenne. Est-ce que l'Allemagne est prête à faire la même chose pour le futur? Je ne pense pas. Est-ce que la France est prête à faire la même chose pour le futur? Je ne pense pas. Est-ce que l'Italie est... Je ne pense pas. Donc le sujet est énorme et les 2 sujets sont liés parce que un chiffre très important, 59% des réfugiés que l'Europe a accueillis dans la dernière décennie, donc de 2010 à 2020, 59% de réfugiés venaient de Irak, Afghanistan, Syrie. Donc évidemment, il y a un lien entre une politique étrangère ratée, Irak, Afghanistan, Syrie, et des conséquences directes vers nous. Donc, mon point, moi, est très simple, Bernard. On a tous applaudi
avec beaucoup d'émotions HMI ce matin. Ça a été très fort. Bien, on ne peut pas se limiter à l'émotion et à l'applaudissement. Il faut agir. Et c'est l'Europe aujourd'hui qui doit agir. Donc là, je ne me limite pas aux paroles. Moi, je dis que le débat, vous avez absolument raison, le débat de la présidentielle française doit être un débat important, puisque la France est la plus grande puissance militaire européenne. C'est à la France de dire, est-ce qu'on veut faire des choses ensemble? Et on ne peut, avec cette nouvelle politique américaine, on ne peut pas se limiter à être spectateur. Donc il faut poser un problème qui est resté d'à côté jusqu'à maintenant. Et les deux grands sujets, c'est avoir finalement une politique étrangère commune et être capable de gérer la prochaine crise migratoire avec une capacité de solidarité entre nous. Je termine en disant ça. Ce n'est pas seulement un problème institutionnel, c'est aussi un problème de perception et de volonté de nous tous, citoyens, entrepreneurs. Vous voyez la différence entre les États-Unis et l'Europe. Vous avez un citoyen de Floride et un citoyen de Alaska. Les deux ont la même perception des intérêts nationaux et des dangers des États-Unis, qu'il soit en Floride ou qu'il soit en Alaska. Si vous prenez un citoyen européen italien et un citoyen européen finlandais, évidemment, ils ont deux agendas de politique étrangère, de perception des défis qui sont totalement différentes, presque opposées les uns avec les autres. Donc, ou bien on fait l'Europe vraiment tous ensemble, et alors on est capable d'y être, d'agir et d'éviter donc qu'on se limite seulement à applaudir HMI, et alors on est capable de faire les choses, et on est capable de faire en sorte que l'Europe ne soit pas seulement leader dans le monde sur le côté valeurs, développement durable, mais aussi elle devienne acteur essentiel et elle soit capable de gérer, oui, l'aéroport de Kaboul. Merci. Alors, il nous reste à peine 3 minutes. Et donc, on va terminer par, je vais demander à chacun d'entre vous, puisque la présidence française de l'Union européenne va démarrer dans quelques mois, si vous aviez une seule requête, une seule recommandation, une seule proposition à faire à cette présidence française, quelle serait-elle? On va reprendre dans l'ordre de prise de parole. Michaela? Oui, alors très concrète et pour poursuivre en quelque sorte ce que Enrico Letta vient de dire avec beaucoup de brio, j'aurais souhaité par exemple le leadership français en matière de défense est indéniable. Vous êtes les seuls Européens à avoir une base permanente à Abu Dhabi. La prochaine fois qu'un cas de figure se présente comme ça, la France propose aux Européens, vous organisez votre pont aérien avec notre base. C'est un acte très concret européen. Merci. François? D'abord, tout ne se joue pas sur la présidence française. Et si je devais donner une ambition sportive, c'est passer du sumo au judo. Je m'explique dans l'ordre économique, mais je crois que ça vaut tout autant dans l'ordre diplomatique et militaire, Enrico. L'Europe a le poids aujourd'hui. Elle a le plus grand marché unique du monde, elle a une des meilleures monnaies qu'elle a construites, mais elle n'a pas la vitesse. Voilà. Et passer du sumo au judo, c'est ça. Si on veut exercer notre puissance dans l'ordre militaire, je ne suis pas spécialiste, mais dans l'ordre économique, il faut qu'on bouge, il faut qu'on impose une souveraineté extérieure. Ça veut dire que le marché unique, c'est aussi une arme. On impose des normes, on crée une union de financement. Ça veut dire que l'euro a aussi un rôle externe. Je m'arrête. Merci François. Philippe? Lorsque Donald Trump a été élu, Emmanuel Macron a utilisé le slogan « Make our planet great again ». On ne peut pas dire que son action au niveau français était à la hauteur de ce slogan, mais nous avons aujourd'hui le Green Deal européen sur la table. Et donc, ce que j'attendrai de la présidence française, c'est, dans le pire des cas, de ne pas freiner cet agenda et, dans le meilleur des cas, qui sait, faire aboutir telle ou telle partie de l'agenda législatif dans ce domaine-là, ce serait déjà pas mal. Merci Stéphanie. Il y a beaucoup de dossiers de fond effectivement à faire avancer, mais moi ce serait plutôt une demande sur une méthode. Il faut que la présidence française rayonne au-delà de Bruxelles, sur les territoires, parce que l'Europe est devenue beaucoup plus présente dans le quotidien de toutes et tous, et d'abord auprès des acteurs économiques, des citoyens. Donc il faut qu'elle rayonne partout, au plus près de chacun, parce que c'est le meilleur moyen pour chacun de comprendre ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle apporte, et ça c'est important. François-Xavier?
Et moi, il me semble que cette présidence, on ne peut pas en faire l'économie, il faut le dire, elle va arriver pendant la campagne présidentielle française. Objectivement, c'est un problème. Il aurait été, je pense, plus responsable de demander qu'elle soit reportée après la campagne présidentielle. Ça arrive une fois tous les 14 ans qu'un pays ait 6 mois pour pouvoir fixer à l'agenda des priorités. Maintenant que c'est le cas, j'espère que ce sera une présidence qui ne se focalisera pas que sur la communication et sur la mise en scène à des fins de campagne interne, mais que ce sera une présidence qui permettra d'agir. Et pour ça, il me semble qu'il faut juste quelques priorités très précises et un agenda très méthodique pour les faire valoir. Le mot de la fin pour Enrico. Bon, j'ai parlé de défense, de militaire, mais j'ajoute que le point essentiel, et on l'a appris pendant cette crise, et on l'a écrit dans le livre Renaissance, transformer, inclure, s'affirmer, c'est le sujet dont François a parlé, c'est la question formation. Si l'Europe reste hors de tout ce qui est formation, comme elle est aujourd'hui, hors de tout ça, on ne va jamais avoir un peuple européens, des jeunes européens qui soient capables vraiment de vivre la formation comme ce que François disait, la plus importante clé pour être dans le marché du travail de façon décisive. Voilà, merci à tous, merci de votre patience et merci à tous nos intervenants que je vous propose d'applaudir.